Et bonjour les coaster fans. Je me suis rendu compte que depuis toutes ces années, je vous ai toujours fait des classements de mes coasters préférés, mais jamais de top sur mes parcs favoris. Alors que ne l'oublions pas, je suis tout autant fan de parcs que de coasters. Alors pourquoi cette différence de traitement? Je pense que ça vient en partie du fait que j'avais jusqu'à très récemment peu de parcs à mettre en comparaison, contrairement aux coasters qui sont forcément plus nombreux, et au fil du temps, ce rituel annuel du top coaster s'est installé sans jamais introduire d'autres types de classements. Mais aujourd'hui, j'ai fait le compte et j'ai réalisé que j'ai tout pile visité 30 parcs d'attractions différents. Alors certains diront que c'est énorme, d'autres que c'est un bon début. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on est là sur le meilleur moment pour vous faire ce classement. Je considère avoir fait des parcs plutôt variés, avec différents publics cibles, des thématiques et stratégies différentes, et en même temps c'est peut-être la dernière fois que je peux me permettre de vous faire un classement de tous mes parcs, parce qu'au-delà d'une trentaine, je pense qu'on risque vite de se retrouver sur des tops titanesques, et au bout d'un moment, on restera sur le top du top avec du top 10 ou du top 20. Alors dans le tas, vous allez voir, on aura aussi bien des parcs que j'ai visités depuis mon enfance que des petits nouveaux ajoutés à la liste sur ces dernières années, certains pour lesquels je suis pleinement à jour et d'autres pour lesquels ma dernière visite date d'il y a près de 7 ans. Pour vous donner une petite idée, je suis actuellement sur 2 continents visités, incluant des parcs en France, en Allemagne, en Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, Danemark et Colombie. Alors je ne compterai pas les parcs type Luna Park qui sont pour moi plutôt des fêtes foraines permanentes, ni le Puy du Fou qui est à mon sens un peu hors catégorie, même si je comprends tout à fait les personnes qui le comptent comme un parc d'attractions, mais aujourd'hui on va plutôt regarder les parcs proposant des attractions mécaniques et non purement des spectacles ou parcours scéniques type walkthrough. Alors comme d'habitude, le petit disclaimer qui va bien, je vous présente dans cette vidéo un avis complètement subjectif, propre à ce que j'aime aujourd'hui dans ma passion des parcs. Rien ne dit que certaines places ne vont pas bouger au cours de l'année. Un classement c'est mouvant, ça bouge sans cesse, et comme je l'avais dit dans mon top coaster de cette année, le but de cette vidéo c'est surtout de vous montrer une photo à l'instant T, en mai 2026, avant que je commence à aller faire des parcs un peu partout sur cette nouvelle saison. Maintenant que c'est dit, on peut y aller. Alors c'est terrible parce que je vais commencer par le parc que j'ai le moins aimé de toute ma vie, faut forcément un dernier et malheureusement c'est tombé sur lui, et un peu pour de bonnes raisons quand même. En numéro 30, nous avons Salitre Marico en Colombie. Ceux qui ont vu la vidéo à Bogota savent sûrement la raison pour laquelle il se trouve aussi bas. Sur le papier, ce parc avait l'air marrant à essayer. Un parc en plein cœur de la capitale colombienne, possédant quelques coasters américains intéressants comme ce Looper Arrow, un modèle inédit pour les Européens que nous sommes, ou encore ce Skyrocket de chez Premier Ride, identique à ce qu'on retrouve à Holiday Park. Ce jour-là, chacun de mes compagnons de voyage ayant une activité différente sur le milieu de la journée, je m'étais dit que je pourrais en profiter pour passer une petite tête à Salitre Marico, l'espace d'1 ou 2 heures, histoire de juste faire le tour du parc, tester chacun des coasters et retrouver les copains juste après. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert en arrivant à 11h sur le parc que non seulement Draco, le gros coaster du parc, n'ouvrait ses portes qu'à partir de 15h, pour ne tourner que 2 heures au total sur la journée, mais aussi que je n'attendrai pas moins d'1h30 pour chacun des coasters que j'aurais fait sur cette visite. Résultat, en restant près de 6 heures sur le parc, je n'aurais fait que 2 montagnes russes. Une gestion des temps d'attente plus que laborieuse, des survérifications dans tous les sens, un système de casier qui était juste incompréhensible, enfin bref, la journée la plus frustrante que j'ai pu avoir dans un parc. Peut-être que si je l'avais visité dans un autre contexte, mon avis aurait été un poil plus clément, mais honnêtement, même comme ça, rien de dingue. On a 2 ou 3 attractions un peu intéressantes, mais franchement, rien de révolutionnaire, et vous le verrez plus tard dans le top, un autre parc colombien lui aura foutu une belle torgnole. En numéro 29, toujours dans un pays hispanophone, du côté cette fois-ci de Barcelone, le parc Ferrariland. Oui, dans l'idée, Ferrariland aurait le potentiel d'être un parc sympathique, avec le plus haut et plus rapide coaster d'Europe, mais dans les faits, sûrement le plus gros scam que j'ai pu expérimenter de toute ma vie. Ce parc a juste été conçu pour créer des files d'attente qui explosent, avec du 2 heures minimum en continu sur Red Force, et 1 heure sur quasiment tout le reste des attractions un poil moyennes pour ne pas dire mauvaises que le parc a à nous proposer. Il y a quasiment rien à faire et on ressort juste frustré de ne pas avoir choisi de passer plus de temps dans PortAventura, situé juste à côté. La seule raison pour laquelle il se retrouve pas dernier tient sur Red Force, qui est un minimum fun à tester, mais en dehors de ça, passez votre chemin. Numéro 28, le jardin d'acclimatation. Pour le coup, je trouve ce parc très charmant. Je suis clairement pas la cible principale, on n'a pas d'attraction un minimum sensationnelle, mais les quelques family coasters qu'on y retrouve ne sont pas dénués d'intérêt, et on a franchement de quoi y passer une belle petite après-midi. Le gros problème de ce parc, c'est le prix. Je trouve que pour ce que le parc a à nous offrir, on explose clairement le budget. Allez, si mettons il y avait 1 ou 2 grosses attractions importantes, on pourrait parler. Mais payer 48 €
Pour ça, à ce prix-là, on est quasi plus cher qu'un Igloland ou bien au-dessus d'un Frais-Pertuis. Alors je veux bien qu'on soit à Paris, que le parc est en effet très joli, mais c'est un poil too much. Numéro 27, un parc découvert très récemment, le parc Saint-Paul. Alors oui, c'est potache, oui, il y a beaucoup d'attractions inintéressantes, c'est très décousu, mais j'ai trouvé ça plutôt fun. Wood Express, le wooden coaster local, est peut-être le meilleur family wooden que j'ai eu l'occasion de tester. Le cadre verdoyant du parc le rend presque charmant, et à l'inverse d'un parc comme le Jardin d'Acli, on divise le prix d'entrée par 2. C'est pas forcément un parc dans lequel je vais revenir tous les ans, mais c'est à faire si vous êtes de passage autour de Beauvais et de la région parisienne. Numéro 26, alors lui, oui, c'est un vrai sujet. Walligator Grand Est. J'ai grandi avec ce parc, donc mon avis n'est pas totalement neutre. Je suis partagé entre la Madeleine de Proust et l'effroi quand je vois la stagnation du parc depuis plus de 10 ans. Malgré les quelques réhabilitations, c'est glauque, vieillissant. Malheureusement, ça en devient presque une blague dans le milieu, et je dois vous avouer que ça m'attriste un peu de devoir regarder cette réalité en face. Je regarde toujours ce parc avec tendresse, en mémoire des moments passés dans ses murs, des rides titanesques de The Monster qui ont façonné ma passion pour l'intensité B&M Old School, et ma sévérité vis-à-vis de tous les nouveaux Inverted qui se mettent sur mon passage. Alors, j'ai pas visité le parc depuis 2021, donc je pense qu'une nouvelle visite pourrait peut-être rafraîchir mon top, espérons juste que cela ne sera pas pour le descendre plus bas qu'il ne l'est actuellement. En numéro 25, partons en Allemagne du côté du Baden-Württemberg. Allons à Schwabenpark. Ce parc m'a un peu surpris. Je m'attendais à un truc vraiment mid, avec quelques coasters à ajouter à la collection, et au final, on aura passé un très bon moment. Alors oui, c'est kitsch, oui, ça fait clairement pas dans la finesse, on est dans du potage typique de cette région de l'Allemagne, mais entre les quelques coasters what the fuck que j'ai pu tester lors de ma visite de 2022, les attractions faites maison, les jeux complètement bizarres et son ambiance si particulière, on se sera tapé quelques fous rires. J'aurais tendance à dire que c'est l'équivalent d'un parc Saint-Paul, mais un peu plus abouti, avec plus de choix d'attractions. Bon, je pourrais quand même ajouter que ce parc a quelques petits soucis de respect des conditions animales. On se retrouve avec des singes qui sont dans des cages minuscules. J'avais trouvé ça un petit peu border, je dois vous l'avouer. Et si c'est un sujet qui compte pour vous, j'aurais tendance à vous dire de ne pas forcément vous rendre dans ce parc. Numéro 24, direction la Belgique avec Plopsaland Belgium. Visité 2 fois en 2023, je suis à chaque fois ressorti de ce parc avec le même feeling. Celui d'un parc qui ne m'aura absolument pas charmé, mais comportant mon coaster préféré et quelques autres attractions un peu sympas. Les transitions entre les zones sont à mon sens gênantes, on a une zone Heidi, pas trop dégueulasse, mais accolée à une zone dinosaure qui ne passe pas inaperçue, elle-même accolée à une zone moyenâgeuse, bref, un patchwork qui m'a dérangé lors de mes visites. Ce qui l'aura sauvé aura clairement été le génialissime Ride to Happiness, quelques bons rides comme Heidi ou Anubis, mais en dehors de ça, rien de bien transcendant, d'autant plus que je ne suis absolument pas réceptif aux licences de Studio 100 qui spawnent absolument partout dans l'entièreté du parc. À voir peut-être si en y retournant, j'aurai une meilleure impression. En numéro 23, partons au Danemark avec Bakken. Considéré comme le plus vieux parc du monde, encore en activité, Bakken est situé dans la couronne de Copenhague. Alors je sais que l'avis que j'avais donné dans ma vidéo de 2024 en avait surpris plus d'un, parce qu'il est souvent considéré comme un parc d'attractions de passage, sans grand intérêt. De mon côté, j'ai absolument pas eu ce ressenti, j'ai retrouvé un parc plein de vie, au milieu de la forêt, où les gens viennent pour s'y promener, ou boire un verre, manger un bout en début de soirée. Et alors oui, c'est un peu le bordel, je dois l'admettre, les attractions sont éparpillées ici et là, un peu partout dans le parc, mais le cadre est agréable et l'offre vraiment intéressante. Tornado est un coaster qui vaut le détour à lui tout seul, tant c'est complètement débile et unique. Mine Train Ulven est un excellent family coaster signé Intamin, leur wooden bien old school est très charmant, et on a droit à quelques flats sympas ici et là. Bon, le gros point noir c'est évidemment le prix, clairement aberrant par rapport à ce qu'on a l'habitude par chez nous, mais j'ai envie de dire, on est au Danemark, absolument tout est cher, il faut s'y faire. Numéro 22, revenons en France et allons faire un tour du côté de Disneyland Studios. Et je précise bien Studio, étant donné que je suis pas encore allé découvrir sa nouvelle version en tant que Disney Adventure World. Dans l'idée, on a des bangers. La Tote est l'une des meilleures attractions que j'ai pu faire all time. Ratatouille est un dark ride plutôt sympa. Crush Coaster, c'est rigolo, bien qu'ayant un débit catastrophique. Et bon c'est là tout le problème. C'est à peu près tout ce que nous proposent les studios. Allez, n'ayant pas connu l'époque de Rock'n'Roller Coaster, j'avoue que la zone Marvel a un petit charme, mais c'est minuscule et ça donne clairement pas envie de s'y attarder. Et au final, on a juste envie de retourner dans le parc Disneyland juste à côté, une fois qu'on a fait les 2 ou 3 attractions sympas. Ça sent clairement le parc bricolé comme on peut, la jambe de bois de la Walt Disney Company. Alors je crache pas dessus, je trouve toujours ça sympa à caser dans une journée à Disneyland Paris, mais jamais plus de 2 ou 3 heures. Numéro 21, la mer de
Sable, un parc découvert en 2025 et c'est une belle petite surprise. Le cadre est juste unique avec cette particularité topographique qui donne toute la crédibilité au thème western utilisé par le parc. On a du bon family coaster, l'un des meilleurs flumes que j'ai pu tester et quelques spectacles qui, sans être des masterclass, apportent franchement quelque chose de sympa. On sent quand même que le parc garde énormément de vestiges de sa vieille époque avec du bon vieux béton projeté qui me rappelle le Frépertuis des années 2000 et des restaurants qui ont une dégaine franchement loin du niveau qu'on retrouve dans les attractions les plus récentes. C'est sacrément vieux et décrépit pour la plupart d'entre eux. Donc un parc à surveiller sur les prochaines années, car avec un peu de réhabilitation, on sera vraiment sur un excellent parc familial français. En numéro 20, Walibi Belgium. Testé en 2021 pour l'ouverture de Condat, puis retourné en hiver 2023, c'est pour moi un parc très complet, mais que j'arrive pas réellement apprécié sans trop savoir pourquoi. Parce que dans l'idée, on a tout ce que j'adore. Du bon dark ride, des zones travaillées, des univers différents, un gros coaster Intamin, de bons family coasters, une freefall qui fait bien le taf, de l'espace, et pourtant, je n'aime pas la vibe du parc. Peut-être lié à cet espace vide en plein milieu avec cet immense lac grisâtre, ou bien juste une atmosphère qui ne prend pas sur moi. Je sais pas trop. En tout cas, j'aurai l'occasion d'y retourner à la fin du mois de mai si tout se passe comme prévu, donc à voir si avec cette troisième visite et la découverte de Mécalodon et de toute la zone Dockworld, mon avis changera un petit peu. Numéro 19, Holiday Park. Pardon, j'ai toujours pas celui-là. Désormais, Plopsaland Deutschland. Pour moi, clairement, le meilleur parc Plopsa. C'est clairement lui, le parc Plopsaland. Ce qui était d'ailleurs assez bizarre lorsque le parc s'appelait encore Holiday Park. Au moins maintenant, avec ce changement de nom, on peut plus facilement trouver sa logique qu'il soit le meilleur des deux. Je passe toujours une excellente journée dans ce parc. Ok, on a des licences Studio 100 de partout comme en Belgique, mais vous l'avez compris, ça me plaît pas des masses, mais le fait de s'être pendant longtemps développé sans le groupe donne une forme beaucoup moins patchwork foutoir au parc allemand. On a l'impression d'être au beau milieu des bois, et même les zones copiées sur le parc belge sont au final mieux intégrées, avec un cadre beaucoup plus sympa. À mon sens, un parc encore un poil trop petit, mais avec mine de rien une offre qui commence peu à peu à s'étoffer au fil des années. Numéro 18, retournons en Colombie, du côté d'un parc qui fout des torgnoles à Salitre Marico, Parque del Café. Un parc paumé au milieu des collines de la région du café, mais une situation qui lui offre ce cadre absolument sublime, logé au beau milieu d'une vallée à laquelle nous accédons grâce à des télécabines. Ici, tous les problèmes du parc de Bogota disparaissent, les opérations sont clairement ok, ça débite correctement, et on a droit à quelques attractions vraiment bonnes dans leur style, notamment ce petit trio Gerschlauer, avec un très bon family du nom de Yippie, Crater qui est un modèle de série Eurofighter à la barre, et le petit nouveau, Avix, particulièrement rare puisqu'il s'agit d'un inverted coaster Gerschlauer et qui s'est avéré franchement fun. Et alors tout est très bien entretenu, que très peu voire quasi pas du tout de vibrations sur ces trois coasters, et même si j'ai eu ce petit regret d'apprendre en direct que l'ancien Schwarzkopf du parc avait été détruit, on aura passé un excellent moment dans ce parc. Bien qu'il soit considéré comme un classique pour les Colombiens, un peu l'équivalent du Disneyland local, pour vous donner une comparaison avec ce qui se fait par chez nous, on serait clairement sur un excellent parc régional. C'est donc un immanquable selon moi pour un fan de parc d'attractions qui irait faire un tour de Colombie. En numéro 17, nous avons Nigloland. Ce parc est un petit havre de paix au milieu de la campagne de l'Est de la France. Vous le savez peut-être, j'adore les parcs bien verdoyants, au milieu de la forêt, ou dans un écrin de nature. Et clairement à Nigloland, on est en plein dedans. C'est absolument charmant. À mon sens, il manque encore quelques attractions un poil plus costauds pour en faire l'un des meilleurs parcs de France, mais avec le nouveau coaster qui se prépare, je pense qu'on est en voie d'avoir l'une des meilleures destinations parconautiques du pays, donc affaire à suivre de très près. En numéro 16, je positionne Walibi Hollande. Et oui, j'ai été le premier surpris en le mettant à cette position. J'ai passé mon temps à cracher dessus en disant que le parc était moche, que l'ambiance musicale est gâchée par des musiques de youtubeurs de 2010 alors qu'on pourrait avoir droit à de la bonne Eurodance bien kitsch. Et pourtant, en y réfléchissant bien, si on me demande quel parc me donnerait le plus envie à refaire entre celui-ci et tous ceux dont j'ai parlé plus bas dans ce top, je répondrai sans hésiter Walibi Hollande. J'ai passé un très bon moment lors de mes deux visites en 2024 et 2025, en ajoutant à ça que mon côté coaster fan a clairement parlé pour cette place dans le classement. Entre Untamed qui est juste un chef-d'œuvre signé RMC, Goliath le bon Intamin old school comme j'aime, et les deux Yoy et Lost Gravity qui, bien que sans être des monstres, sont de très bons compléments dans une journée. Et au final, sûrement l'un des parcs avec la meilleure offre de coaster en Europe. Alors attention, je dirais pas la meilleure, mais on est quand même dans du très très bon. En numéro 15,
Frépertuis City. J'ai une histoire toute particulière avec ce parc, parce que c'est le parc dans lequel j'allais tous les ans en étant gamin. Parmi tous les parcs de mon enfance, c'est peut-être même celui dans lequel j'ai le plus de souvenirs et un sentiment de nostalgie que je ne retrouve nulle part ailleurs. J'ai à la fois vu grandir ce parc au fil des années et ma passion grandir à ses côtés. Alors le parc est certes petit, on peut rapidement en faire le tour et pas spécialement de gros coasters banger à se mettre sous la dent, mais pour moi c'est juste dingue d'avoir un parc familial régional de cette taille avec un tel niveau de détail. Frépertuis réussit à foutre des tartes monumentales à des parcs d'attractions plus populaires, voire à sortir de terre des attractions et thématisations comparables à ce que pourraient nous faire de gros parcs européens. Je n'y ai malheureusement pas mis les pieds depuis 2019 et je compte bien y retourner pour découvrir l'extension du parc avec l'ouverture de Fireline Redwood qui, je pense, va faire monter le parc à un cran supérieur. En numéro 14, un parc souvent critiqué et qui s'est avéré être une très belle surprise pour moi, le parc Bobbejaanland Land. Honnêtement, avant d'y aller, je m'attendais à un parc un peu morbide, dans un foutoir thématique incompréhensible, avec aucune réelle attraction intéressante, en grande partie due aux quelques images que j'avais pu voir et aux nombreux retours que j'avais eu d'autres passionnés. Et au final, ça a été la bonne grosse claque. Le parc est grand, on a de l'espace, certaines zones sont vraiment belles et agréables, comme la zone Land of Legend, ou une plus ancienne avec la zone western qui clairement réussi. Alors oui, on a des trucs hyper moches et flippants comme cette zone tout droit sortie des backrooms, mais on sent que c'est un parc qui a une vraie histoire, une âme, et qui se transforme petit à petit au fil des années. Ajoutez à ça Fury qui est un Gerstlauer très sympathique dans son genre, un Flume Indoor de très bonne facture, l'un des meilleurs e-Power Mac que j'ai eu l'occasion de tester, et surtout Révolution, le coaster avec le train le plus long du monde et qui aura été pour moi un véritable coup de foudre. Ça sent les années 80 à plein nez, c'est vraiment particulier comme type de sensation, la musique est excellente, l'ambiance est vraiment unique et donc au final, étonnamment, Bobbejaanland aura été pour moi le meilleur parc d'attractions de Belgique. Alors je sais que c'est peu conventionnel, mais c'est comme ça, je suis piqué. Numéro 13, retournons en Allemagne dans le nord du pays, allons du côté de Heide Park. Alors j'en vois certains s'offusquer de voir un parc à la gestion désastreuse si haut dans Stop, mais personnellement je n'ai eu aucun problème lors de ma visite d'Heide Park en 2022. J'ai pu faire chacune des attractions majeures environ 5 fois, et ce en prenant vraiment bien mon temps. Et alors que je m'attendais à tomber sur un parking à coaster dans lequel on se rend uniquement pour enchaîner des grosses montagnes russes, j'y ai finalement trouvé un parc surprenamment agréable, avec des ambiances glauques et horrifiques bien géré, notamment avec des soundtracks et ambiances sonores bien choisies, et un gros coup de cœur pour la zone de Flug der Dämonen, donnant l'impression d'être dans un petit village en pleine campagne. Alors, oui, plusieurs personnes m'ont fait part d'expériences abominables sur ces dernières années, en disant que les files d'attente débordent, que les débits sont terribles et les opérateurs insupportables. Donc, à voir si je retourne sur le parc dans les prochaines années, mais dans les faits, je ne pourrais pas donner ce genre d'avis, ayant eu une expérience complètement différente. En numéro 12, je vous emmène au Royaume-Uni, du côté de Thorpe Park. Pour moi, ce parc a une vibe similaire à un Heide Park, mais avec une collection de coasters encore plus intéressante. On a de tout, du bon B&M Old School, le meilleur launch du monde encore en activité, et l'un des plus gros coasters d'Europe. Alors oui, c'est minuscule, oui c'est très bétonné, mais au final j'ai adoré l'ambiance du parc. L'audio est très bien géré, chaque zone a sa petite ambiance qui lui est propre, bien choisie, et les soundtracks évoluent tout au long de la journée pour vous amener sur une ambiance très calme et apaisante une fois que tous les coasters sont fermés. Là oui, je dois l'admettre, c'est clairement le coaster fan en moi qui a parlé, et comme pour Bobbejaanland, j'ai été très surpris parce que la majorité des retours que j'en avais me présentaient un parc moche, sans âme, mais finalement, c'est une fois de plus un petit coup de cœur. J'aurai l'occasion d'y retourner le 14 mai lors d'un trip avec les frères Coaster, donc à voir si mon avis changera suite à cette visite. Quoi qu'il en soit, pour le moment, j'ai juste extrêmement hâte d'y retourner. À la 11e place, nous avons PortAventura. Alors je l'admets, cette place est clairement une punition. Parce que dans l'idée, PortAventura c'est juste génial. Clairement dans le top des meilleurs parcs européens. C'est magnifique, c'est varié, on a du gros ride B&M, du familial sympa, des zones aux ambiances très différentes, des endroits plus étriqués, d'autres beaucoup plus ouverts. C'est aimé avec soin et avec goût. Mais le gros point noir, c'est la gestion. Dès lors que vous rentrez dans ce parc, vous devenez immédiatement un porte-monnaie ambulant. Alors je veux bien, un parc c'est effectivement une entreprise qui doit faire son chiffre, on le sait. Mais à ce point, c'est vraiment problématique. Tout est fait pour vous faire détester les files d'attente. Les dispatchs sont catastrophiques, les opérations sont laborieuses, et le parc arrive les bras ouverts pour vous proposer ces formules de fast-pass qui comprennent même pas toutes les attractions. Malheureusement, cette réputation est désormais bien connue dans le milieu, et je trouve ça juste regrettable. Le parc est exceptionnel, mais on se retrouve
retrouvent à ne même plus vouloir y retourner, juste à cause d'une politique de gestion qui préfère vampiriser chaque client plutôt que d'avoir une vision plus orientée expérience visiteur. Et vous voyez la nuance dans mon propos, PortAventura voit des clients et non des visiteurs. Pourtant, la plupart des gros parcs européens aujourd'hui ont compris que ce qui compte le plus et rapporte sur le long terme vient de l'investissement et de la valorisation de l'expérience du visiteur, et qu'elle est bien souvent plus profitable que ces espèces de méthodes old school. Mais il faut croire que la direction de PortAventura n'a pas encore été mise au courant de cette information. Ok, là par contre, on arrive dans des gros coups de cœur, avec en numéro 10, Walibi Rhône-Alpes. J'avais découvert le parc en 2012 et j'y suis retourné en 2024. Et c'était le jour et la nuit. Le parc a glow up en l'espace de 10 ans, avec des investissements sacrément bien placés. On est passé d'un parc cliché Walibi des années 2010, avec un boomerang, une atmosphère très moyenne, et 2 ou 3 attractions qui se battent en duel, à aujourd'hui, un parc à l'atmosphère parfaitement maîtrisée, des thèmes intéressants et des coasters vraiment fun. Gros coup de cœur de mon côté sur Mystic et Mauka qui se complètent très bien. Alors certes, le parc n'est pas très grand, mais à aucun moment de ma journée, je n'ai eu le sentiment de ne plus trop savoir quoi faire. J'ai adoré m'y promener, flâner dans les allées, et Mauka et Mystic ont chacun une refaisabilité folle. Un parc qui aura au final su combler aussi bien le parc fan que le coaster fan que je suis. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'au final, c'est le plus petit parc Walibi qui est le plus agréable à visiter, selon moi. En numéro 9, Tivoli Gardens. Situé en plein cœur de Copenhague, ce parc, qui vu de l'extérieur est minuscule, est de l'intérieur un dédale avec des attractions dans tous les sens. Tivoli est un parc rempli d'histoire, avec la montagne russe la plus vieille d'Europe. On a un mélange des époques, c'est plein de vie, c'est bourré de charme et de patine. Oui, on fait le tour du parc en moins de 10 minutes, et pourtant, en plus de 7 heures passées à Tivoli, on a toujours des choses à découvrir dans chacun des recoins. Chaque espace est optimisé pour y faire entrer les attractions au chausse-pied, et en même temps, avec la ville qui entoure le parc, on a parfois l'impression qu'il s'étend sur des kilomètres, comme si Copenhague était elle aussi intégrée dans le parc. Et une fois la nuit tombée, un nouveau Tivoli apparaît. Les gens viennent y prendre un verre ou y manger un bout après le travail, certains viennent se faire quelques tours de coaster, un lieu qui mélange les touristes venus découvrir cette particularité de la capitale danoise et les locaux habitués des lieux pour leurs sorties hebdomadaires. Pour la première fois, j'ai visité un parc dans lequel j'ai eu le sentiment qu'il s'agissait non seulement d'un parc excellent, mais aussi d'un lieu touristique immanquable, même pour quelqu'un qui ne serait pas intéressé par l'univers des parcs d'attractions. À la 8e position, un parc que l'on connaît bien par chez nous, le parc Astérix. Pour la première fois, j'ai pris cette année le pass annuel. Et quel plaisir! Selon moi, un parc très complet. On a une collection de coasters plutôt variée, de l'Inverted B&M qui, même s'il est loin d'être mon préféré, est toujours très sympa à faire dans une journée, un Wooden qui, contre toute attente, est devenu selon moi un très bon coaster cette année, et le bien connu Toutatis qu'on ne présente plus. On a à côté de ça une des meilleures collections de water ride d'Europe, quelques familles bien sympas, et une thématisation qui s'améliore d'année en année. Alors oui, je le reconnais, cette année le parc n'est pas à son prime. On a des travaux absolument partout, mais c'est un mal pour un bien, car d'ici quelques années, je pense qu'on aura sans aucun doute droit à l'un des meilleurs parcs d'Europe. En numéro 7, retour en Allemagne avec Tripsdrill. Ce parc a un charme de malade. Vous ne trouverez pas plus allemand que Tripsdrill. On a du kitsch, mais du kitsch bien plus travaillé que ce qu'on retrouve au Parc Saint-Paul ou à Schwabenpark. C'est du potage qui ne fait pas tâche, c'est atypique mais dans le bon sens du terme. Tripsdrill, c'est un peu comme une vieille maison dans son jus, mais chargée d'histoire. Ça sent le vieillot, mais ça nous plaît. Vous aurez des choses à regarder de partout, des petites quêtes à droite à gauche, et des attractions pimpées au style si particulier du parc, comme un Flume Mac-Ride dans lequel nous prenons place dans des baignoires. What the fuck? Les deux gros coasters du parc se complètent parfaitement, d'un côté avec de l'aérien, de l'autre avec du petit launch bien punchy. Bref, Tripsdrill c'est absolument unique, s'il n'existait pas il faudrait clairement l'inventer, et c'est sans aucun doute un classique des parcs allemands. En numéro 6, j'ai mis Toverland. Pour moi, Toverland, c'est un mastodonte européen en devenir. Les bases qu'on a actuellement sont de très bon niveau. Avalon, la zone de Phoenix intégrée dans la forêt, a juste un cachet de fou. Et le coaster qui s'y trouve étant lui-même, à mon sens, le meilleur wing coaster d'Europe. On reconnaît presque des univers magiques à la Efteling, un style graphique un peu similaire, des soundtracks bien travaillés, mais à l'inverse de son voisin, Toverland joue davantage sur les grosses machines. Avec un duo de coasters qui partagera toujours les coaster fans entre les amateurs de gros wooden GCI, bien bourrins,
et les fans du style Wing B&M et de la thématisation qu'on retrouve chez Phoenix. J'ai vraiment hâte de voir ce que le parc va nous proposer dans les prochaines années, car avec une ou deux zones supplémentaires, si on est sur le même niveau que les dernières zones proposées par le parc, on aura peut-être droit à un sérieux concurrent d'Efteling, avec d'un côté le petit jeune qui se développe avec des grosses machines, et de l'autre l'ancien, bourré d'histoire et capitalisant sur son patrimoine pour conserver sa supériorité d'année en année. Numéro 5, retournons dans le nord de l'Allemagne, du côté de Hansa Park. Ce que je retiens essentiellement d'Hansa Park, c'est un aspect très hétérogène. On a aussi bien des bangers aux storylines hyper soignés et aux thématisations aux petits oignons, comme un Kernan ou un Novgorod, et d'un autre côté, des parties du parc plus old school, qui sentent les années 80 à plein nez. Et finalement, alors que ce mélange pourrait donner une impression d'écart entre certaines zones, ici je trouve que c'est ce qui fait finalement son charme. On voyage d'époque en époque, avec des choses plus ou moins dans leur jus, et des expériences uniques au monde et parmi les plus marquantes sur notre vieux continent. Ajoutez à ça la vue sur la mer dans la plupart des attractions en hauteur, et on a là un cocktail parfait pour en faire un parc immanquable dans une vie de fan de parc européen. Malheureusement, oui c'est loin, c'est chiant à organiser, je le reconnais, mais croyez-moi, se faire un petit voyage entre lui et Heide Park, ça vaut vraiment le coup. Numéro 4, un classique, Disneyland Paris. Je parle bien là du parc principal, celui ouvert en 1992. Alors je sais, ceux qui ont grandi avec, voire qui le connaissent depuis le début, ont tendance à bouder le parc, et je le reconnais, à juste titre. Le parc n'a pas de véritable nouveauté depuis le début du millénaire, et certaines attractions ou zones ont perdu de leur superbe au fil des années. Mais ne l'ayant découvert qu'à partir de 2023, c'est pour le coup un parc que j'adore faire chaque année depuis ma première visite. J'y ai trouvé un parc très bien conçu, avec des attractions qui sont selon moi de véritables chefs-d'œuvre. Alors oui, je l'aime sûrement pour sa conception de 1992, mais les faits sont là. À chaque fois que je retourne à Disney, je reprends toujours la même claque. Je reconnais que tout n'est pas parfait, et c'est bien pour ça qu'il n'est pas mon parc préféré, mais ce serait me mentir à moi-même de le mettre plus bas. Allez, là on arrive dans les 3 big boss que j'ai souvent du mal à départager. Dans l'idée je pourrais tous les 3 les mettre au même niveau. Mais si je creuse et pinaille un peu selon quelques petits critères, voici à quoi ressemblerait ce top 3. En numéro 3, on retrouve Phantasialand. Phanta, c'est juste fabuleux. C'est typiquement le parc dont je rêvais en étant gamin. Un mélange parfait entre thématisation digne d'un hit international et des coasters d'une grande qualité, en concurrence avec des parkings à coasters américains. En partant avec une contrainte de place, Phantasialand en a fait une force. Des murs ont été construits pour étouffer le bruit et délimiter des zones entre ces petits lands à différents endroits du parc, et résultat on se retrouve avec des mondes d'une immersion inégalable, et des coasters étriqués et bougrement efficaces sans avoir à jouer sur de la grande rapidité ou de la hauteur vertigineuse. Mais alors, pourquoi ne pas le mettre top 1, me direz-vous? Et bien au fond, ce qui me gêne un peu avec Phantasialand, c'est justement la taille du parc. Ce parc étriqué avec des zones cloîtrées un peu partout me donne parfois le sentiment d'être dans un lieu étouffant. Pas de grands espaces à Phantasialand, tout est resserré. Et puis, second point, Phanta est un parc très minéral. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup de décors avec des roches, des bâtiments, des pavés, du béton et quasiment pas d'arbres. Excepté au fond du parc dans une petite zone, il n'y a pas un pet de forêt ni de coin verdoyant. Et même si je le reconnais totalement, je chipote, je dois admettre que c'est quelque chose qui peut faire pour moi la différence dans un parc, et vous verrez que le top 2 et le top 1 sont aux antipodes des petits défauts que j'ai pu trouver pour Phanta. Il n'en reste que c'est un parc dont je suis complètement fan et dans lequel je prends toujours un plaisir fou à retourner. Phantasialand ne compte pas juste un ou deux gros hits, mais c'est quasiment l'entièreté de son offre qui est à chaque fois un hit dans son domaine. Passons à la deuxième place de ce classement, nous avons Europa Park. L'une des grandes raisons qui font que j'adore ce parc, c'est qu'il est à l'origine de ma passion des parcs d'attractions. Ayant grandi en Lorraine, j'ai fait ma toute première visite à Europa Park à l'âge de 4 ans. Et direct, j'ai été piqué par le virus. J'ai toujours été fasciné par sa taille gigantesque, sa variété de thématisation, son kitsch qui, bien qu'en voie de disparition, a forgé ma passion pour les vieilleries dans les parcs d'attractions. On est là sur un parc plus que généreux, avec des attractions variées à n'en plus finir, pour tous les goûts, tous les âges et toutes les météos. J'ai toujours les yeux qui pétillent quand j'y retourne, et je l'admets en grande partie pour les mêmes raisons qu'un Frépertuis. Cette nostalgie de l'enfance et ce plaisir d'avoir vu ce parc grandir et évoluer au fil des années. Alors en effet, au fil des visites, j'ai pu y voir des défauts. Par exemple, parfois, je trouve ce côté généreux un peu too much. Une fâcheuse manie de la famille Mac à mettre 3 couches de crème sur une forêt noire déjà bien imbibée. Pour illustrer mes propos, on a des décors bien chargés, des dark rides surpeuplés d'animatroniques, et surtout énormément de sponsors à tous les coins du parc. Chaque grosse attraction est sponsorisée par une marque, ce qui peut avoir tendance à détruire un petit peu le charme de la zone, voire à donner le sentiment qu'on est avant tout
dans une grosse vitrine de la famille Mac. Mais malgré ça, malgré ce côté too much, ou la disparition petit à petit des attractions kitsch de mon enfance, je sais que je pourrais toujours y retrouver aussi bien des zones suranimées que des parties plus calmes pour s'y détendre, loin du tumulte et de la foule. Et en numéro 1, mon parc préféré depuis ma première visite en 2024, Efteling. Ce parc a une histoire, une âme, c'est un joyeux bordel avec des attractions ici et là qui n'ont parfois rien à voir, mais tout s'assemble de façon organique. On traverse différentes histoires, différents contes, des univers magiques dignes d'un Disney, mais avec ce petit quelque chose qui fait d'Efteling un parc unique au monde. Un style graphique qu'on doit en grande partie à Anton Pieck, le dessinateur à l'origine de ces personnages si particuliers et qui en laisseront peut-être certains sur le banc de touche, mais qui est un style qui aura clairement pris sur moi. Dès ma première visite, j'ai tout de suite ressenti un truc, celui d'un parc dans lequel les familles venaient depuis des générations. Les grands-parents y sont venus enfants, l'ont fait découvrir à leurs enfants qui eux-mêmes y reviennent aujourd'hui avec leur famille, réunissant les grands-parents, les parents et les enfants. Ici sont nés des classiques pour plusieurs générations, conservés comme des pièces de musée cultes, à tel point que les histoires et attractions ont donné naissance à des livres, des jeux de société vendus par le parc et toute une collection de merch avec des éléments tous plus surprenants les uns que les autres. Et ça, sans même n'avoir sorti de licence en dehors de ce qui a été créé au sein du parc. C'est-à-dire que les attractions sont tellement cultes pour les Néerlandais et des générations entières que le parc n'a aucun souci à nous faire du merchandising digne d'un parc Disney. Et lorsqu'une attraction s'en va, elle ne disparaît pas vraiment. Elle évolue, en gardant sa patine d'autrefois, mais remise au goût du jour, comme a pu l'être un Danse Macabre, fidèle remplaçant de Spook Slot. Et puis le parc est en pleine forêt, on y flâne volontiers pendant des heures, et la cerise sur le gâteau, des storylines aux petits oignons. Les univers sont travaillés, cohérents, on nous donne suffisamment d'informations pour comprendre les histoires, et en même temps énormément de matière pour avoir de quoi creuser au fil des visites. En bref, le génie d'un Disneyland, mais sans les licences. Un lieu rempli de souvenirs et d'héritage, un must en tant que parc fan européen. Et je sais même pas pourquoi je dis européen, mais en fait un must en tant que parc fan tout court. Alors oui, je sais, ce parc laissera peut-être les plus coaster fans sur le côté. Même si Baron et Joris sont certes sympathiques, on est clairement loin des gros bangers proposés par Europa Park ou Fantasyland. Mais l'atmosphère qui émane de ce lieu et la fascination que j'ai pour ces univers auront fait flancher mon côté parc fan. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quel est votre top parc ? En tout cas, quels sont vos parcs préférés? N'hésitez pas à le partager directement dans l'espace commentaire pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Vous le savez, sur ce genre de vidéo, j'aime toujours créer du débat. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à y laisser un like pour la mettre en avant. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, notamment avec le voyage au Royaume-Uni qui arrive très prochainement, avec à minima une vidéo sur Chessington et une deuxième sur Paultons Park et sa nouvelle zone qui devrait ouvrir le jour où nous nous rendons sur le parc. Je vous attends d'ici là, et quant à moi sur ce, je vous dis comme d'habitude, à plus les coaster fans.